Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver donc pour un nouvel épisode de après la thèse. Alors après avant la thèse pour aujourd'hui, il fait partie de nos épisodes un petit peu spéciaux. Cécile, comment ça va déjà? Eh ben, toujours aussi bien et toi? Eh bien oui, écoute très bien, très heureux aujourd'hui. On reçoit Anna. Bonjour Anna. Bonjour, enchantée. Bon, eh bien écoute Anna, est-ce que tu peux directement te présenter à nous et du coup dans quel doctorat tu es actuellement, puis on va aller un peu plus en détail sur ton parcours et les questions qui en découlent. Avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Anna, j'ai 26 ans et je travaille actuellement dans une thèse CIFRE entre Sogno et la Sorbonne. Donc, Sogno, c'est une entreprise qui travaille dans le diagnostic prénatal, donc pour s'assurer que les grossesses se passent bien et que les fœtus évoluent bien. Et moi, mon travail, c'est de générer des fausses images de malformation pour enrichir les datasets. Donc, je vous expliquerai un peu plus en détail, mais c'est au croisement de la Gen AI et de la médecine. OK et Ok. alors par curiosité, tu as fait quelle étude pour en arriver là? J'ai commencé mes études en faisant 2 ans de maths à la fac. Ensuite, je suis passée à Dauphine où j'ai fait un master, mi-âge et ensuite j'ai rejoint Polytechnique, pour un master international donc sur, l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur. OK et master mi-âge, c'est? Master mi-âge, c'est, sciences des données appliquées aux entreprises. Mais bon, plus généralement, tu apprends tout ce qui est code, voilà, gestion de projet un peu, mais majoritairement du code. Et comment tu es arrivée dans ce doctorat-là? Alors, en fait, donc pour la fun story, moi j'ai toujours voulu être médecin, mais il s'avère que j'ai la phobie du sang, donc pas très, pratico-pratique pour faire médecin. Voilà, donc je me suis dirigée, vers l'informatique parce que voilà, je voulais un domaine, qui s'exporte, un domaine qui, voilà, qui grandit, qui évolue et ça me plaisait bien. Et au moment de choisir, les stages et les expériences professionnelles, je me suis dit: «Bah, tant qu'à faire, autant essayer de rentrer dans le domaine de la santé». Je serai peut-être pas médecin, mais peut-être que je pourrais aider, la médecine à ma manière et j'ai commencé par faire un stage dans la radiologie avec une start-up qui s'appelle 1000 vues, où je faisais de la segmentation des os, avec l'intelligence artificielle. J'ai adoré parce que, enfin vraiment à la fin de la journée, tu as l'impression de faire quelque chose qui compte, tu aides les gens, il y a un vrai sens à tout ça. Tu pas juste en train de faire du code, pour du code et j'ai décidé de continuer dans cette voie-là et à la fin de mes études à la Polytechnique, je devais faire mon stage de 6 mois et je suis tombée sur la startup Sonio. Enfin ça résonnait bien en moi le sujet, du diagnostic fœtal, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je suis rentrée là-dedans et je suis plus ressortie. Ah oui, donc du coup, tu as été dans l'entreprise avant de tu as fait une expérience professionnelle avant de commencer la thèse en chiffres avec l'entreprise? Ouais, exactement. En fait, j'ai fait 6 mois, de stage de fin d'études sur un autre sujet, sur, l'estimation du poids des fœtus de manière automatique et en fait, bah, j'ai adoré le sujet de la boîte, les gens, l'ambiance. C'était un stage de recherche, donc ça m'a aussi un peu donné, l'overview de, bah, qu'est-ce que c'était, en fait, la recherche. J'ai bien aimé et bah, j'ai discuté avec eux pour voir s'il y avait des possibilités d'ouvrir un poste en thèse, parce qu'ils n'avaient jamais fait ça. En fait, je suis la première re thésarde de la boîte et ça a commencé comme ça. On a déjà, posé des questions à des gens qui ont une thèse CIFRE, donc pour rappel, la CIFRE, alors je ne me rappelle plus de l'abréviation, mais en gros, c'est quand vous faites une thèse à moitié financée par, une université, à moitié financée par une entreprise. C'est vrai que pour en avoir croisé des personnes, en général, ce sont des gens qui sont, voilà, proches de mathématiques ou celles de ces cibles qui sont un peu les mêmes et c'est vrai que c'est souvent des gens qui sont à l'université et qui cherchent l'entreprise. Or, toi, finalement, si je comprends bien, c'est plutôt l'inverse, vous avez cherché l'université. Comment vous avez cherché une université? Bon, après, c'est la Sorbonne, c'est pas la petite université de campagne, hein, mais comment vous avez trouvé ou vous avez fait le contact? Il y a une petite histoire. Alors, en fait, c'est exactement ça. C'est en étant dans l'entreprise que j'ai eu envie, en fait, de continuer dans la recherche avec eux et de faire une thèse. Hyper honnêtement, je ne sais pas si je l'aurais fait si j'avais arrêté avec cette entreprise. Je ne sais pas si j'aurais lancé des démarches pour, chercher une thèse. C'est vraiment parce que je me sentais bien dans l'environnement et que tous les radars étaient ouverts, pour faire cette thèse-là et pour trouver le partenaire académique, alors moi, mon prérequis, c'était justement de ne pas faire une thèse trop théorique. Moi, je voulais vraiment quelque chose d'appliqué, je voulais avoir le résultat, je veux que mon produit soit, mis dans les hôpitaux. Enfin, vraiment, je veux voir le résultat de mon travail, c'était hyper important pour moi et donc j'ai cherché, une directrice ou directeur de thèse qui avait un peu ce mental et il s'avère que ma manager dans la boîte avait fait une thèse, il y a des années
et que, en fait, sa directrice de thèse était était et est toujours à la Sorbonne. On lui a pitché, en fait, le sujet et elle a accepté de suivre la thèse. Donc franchement, ça s'est fait hyper simplement, et puis comme elle connaît, du coup, ma manager de l'entreprise, il y a déjà un pont, il y a déjà une relation qui est créée, donc c'est beaucoup plus facile. Ils s'entendent super bien et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et pourquoi avoir voulu faire un doctorat? Parce qu'au final, tu aurais pu, rester, dans l'entreprise et puis juste continuer ton taf, en fait. C'est sûr, mais voilà, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une vraie différence entre prendre un sujet de recherche, le creuser et vraiment, trouver une solution à un problème existant, tandis que quand voilà, tu es en CDI ou en CDD, en fait, finalement, ce qu'on te demande, c'est de la production, c'est des résultats à court terme, enfin, c'est pas du tout la même chose et je me suis dit: «Voilà, c'est le moment, dans ma vie où j'ai encore, entre guillemets, un peu le temps et l'espace pour creuser un sujet». Si je le fais pas maintenant, je suis pas sûre que dans 10 ans, je me chaufferai, en fait, à refaire une thèse. Donc voilà, faisons-le et puis, aussi, j'ai vachement l'impression que ça peut m'aider dans ma carrière, au niveau de l'expérience et de l'ouverture d'esprit. Quand on est en thèse, on n'est pas que sur son sujet. Voilà, on parle à d'autres chercheurs, on voit plein de choses, on va à des conférences et je pense que c'est assez riche comme expérience et qu'il fallait le tenter. OK, mais alors du coup, quelque chose qui me que je m'interroge, sans forcément rentrer trop spécifiquement dans la science, mais parlons-en un petit peu, à travers ce projet qui est vraiment très fascinant, je savais même pas que c'était possible. Donc ça c'est quand même assez fou. Heu, Au final, comme tu encore une fois, pour reprendre mon parallèle tout à l'heure, comme tu viens donc du coup de ce monde, entrepreneurial plutôt, la problématique quand même qui va animer ta thèse, alors tu es pas encore en toute fin de thèse, donc c'est des choses qui peuvent changer un petit peu, qui peuvent s'adapter bien entendu. Mais c'est une problématique où est-ce que derrière, dans cette thèse-là, il y a des aspects peut-être de dépôt de brevets? C'est pas des choses qu'on voit tous les jours, par exemple, des dépôts de brevets, dans les personnes qu'on a pu interviewer, auparavant. Est-ce qu'il y a un mix vraiment entre une question fondamentale qui est plutôt due à la Sorbonne et quelque chose de très appliqué, voire de dépôt de brevets? Ou est-ce que finalement, est-ce qu'il y en a un des 2, peut-être l'entreprise dans ton cas, qui, alors je ne sais pas comment le dire, je ne veux pas être péjoratif parce que c'est pas du tout comme ça que je veux le dire, mais qui tire un peu plus la question, soit du côté fondamental, soit du côté, privé? Parce que c'est toujours ça l'avantage et la difficulté d'une bourse CIFRE, c'est d'arriver à parfaitement jongler entre ces 2 partenaires qui n'ont pas les mêmes ambitions, à long terme. Bah, clairement, c'est l'entreprise qui prédomine, mais c'est quelque chose qui évolue. Enfin, c'est ce que moi j'ai choisi. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui aiment avoir un bon entre-deux ou qui aiment avoir plus de fondamental. Moi, c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi et comme je te l'ai dit, j'ai vraiment cherché, tous les partenaires qui avaient, la même état d'esprit que moi. Donc oui, il y a clairement des dépôts de brevets qui sont envisagés, et je trouve ça génial et c'est l'objectif et pour parler, enfin, pour t'expliquer un peu plus le sujet, en fait, l'idée, c'est que, par exemple, aujourd'hui, il y a des malformations fœtales on est capable de les reconnaître. Par exemple, des signes de la trisomie. Malheureusement, c'est des malformations, qu'on voit assez souvent pour les reconnaître, mais il y a des malformations, par exemple certaines, malfos cardiaques qui sont très, très rares, heureusement, on va dire 3, 4, 5 cas par an et donc du coup, on n'aura jamais assez de données pour entraîner les modèles d'IA. Parce que comme on sait, les modèles d'IA, en fait, ils mangent de la donnée pour, enfin pour apprendre les choses et pouvoir les recracher. Sauf que là, si tu lui donnes que 5 images, de maladie congénitale cardiaque, il va jamais la reconnaître, c'est mort. Et d'ailleurs, même le médecin qui a fait ses 15 ans d'études, s'il a vu que 2 ou 3 cas de cette malformation, malheureusement, c'est très possible qu'il passe à côté. Donc l'idée, c'est de se dire: «On n'a pas assez de données, donc qu'est-ce qu'on va faire?» On va essayer de créer de la donnée synthétique, en fait, de synthétiser des fausses images pour, plusieurs objectifs, mais le principal, c'est de donner, en fait, ces images, aux IA pour leur permettre, quand ils trouveront la pathologie une fois, 2 fois, 3 fois par an, de ne pas les louper. Mais vous alors, vraiment, question par curiosité, vous vous basez sur du coup, sur quoi pour créer ces fausses images? Alors on en a, mais on en a très, très peu. Donc par exemple, on va avoir des malformations avec, 5 images dans notre base de données. Donc c'est hyper compliqué parce qu'il faut réussir à entraîner un modèle à générer de la donnée en n'ayant que, 4 ou 5 images d'entraînement. Et ça, bon, je vais pas rentrer dans la technique, mais il y a des manières de faire. C'est fort, c'est très, très fort. Est-ce que alors du coup, comme on est sur cette thématique-là, est-ce que
Oh, je fais un énorme clin d'œil parce qu'on en a discuté en amont, c'est un peu les coulisses d'après la thèse, on n'est pas des professionnels dans l'interview. Est-ce que du coup tu connais cette thématique de la maternité à titre personnel? Puisque, je crois comprendre que du coup, tu es jeune maman et du coup, tu as dû mettre un peu en pause pendant quelques mois, c'est tout à fait normal. Pendant ta thèse, comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? La pause professionnelle, bien sûr, j'espère que la maternité s'est très bien passée, c'est pas le sujet de ma question, mais d'un point de vue professionnel. Alors, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis inscrite en thèse l'année dernière et à cette période-là, il y avait des problèmes de budget. Il y avait les lois de financement qui avaient pas été, votées et cetera. Donc en fait, j'étais vraiment dans une période de stand-by. On attendait en fait, le dossier et ça ne passait pas et en fait, moi, pendant ce temps-là, j'étais enceinte. Donc évidemment, enfin évidemment, non, je sais que c'est pas forcément le cas, mais mon entreprise, elle a extrêmement bien, réagi à l'annonce de ma grossesse, donc ça, c'était plutôt cool. Pareil pour le côté académique, franchement, j'ai rien à dire, dessus. Si ce n'est que, en fait, au moment où j'ai voulu chercher des informations sur comment ça se passe, en fait. Tu es enceinte, comment ça se passe? Est-ce que ta thèse, elle est repoussée? Est-ce que ça reste quand même, 3 ans minimum? Est-ce que, bah, tu es payé, par exemple, pendant ce laps de temps? Franchement, j'ai rien trouvé. J'ai cherché sur internet. Il y a très peu de témoignages. J'étais tombée, sur un épisode de podcast, où j'ai appris quelques petites infos, mais franchement, ça manquait. Donc voilà, après j'en ai parlé avec mon entreprise et on a vu ensemble ce qu'il fallait faire. Donc en fait, c'est tout simple, hein. C'est comme, quand tu es en CDI ou CDD, tu prends tes 3 mois à peu près de congé maternité et ensuite tu reprends et les 3 mois, ils sont rajoutés à la fin de ta thèse. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi et voilà, j'ai repris, quand ma petite avait 4 mois et ça s'est super bien passé. Mais je pense qu'on aurait tout à gagner à en parler plus et à donner plus d'infos parce qu'en fait, on a l'impression que c'est impossible ou que c'est complètement incompatible ou que ça n'arrive jamais et puis, bah, finalement, je vous le dis, hein, ça se passe super bien et enfin, au contraire, c'est une période, je pense, qui est hyper, propice, en fait, pour, devenir, parent. Donc voilà. Et alors 2 questions. Est-ce que avant, enfin, pendant la période où tu es tombée enceinte ou quand tu as pris la décision de tomber enceinte, est-ce que ça t'a stressé la réaction que pourrait avoir, ta direction de thèse et ton entreprise? Mmh, alors honnêtement, moyen parce que, enfin voilà, je travaille dans une entreprise, sur le bien-être fœtal, donc ça aurait été quand même un peu problématique, qu'ils ne soient enfin pas heureux pour moi ou qu'ils soulèvent un sujet. Donc honnêtement non et puis, vraiment j'ai choisi de travailler là-bas parce que c'est un environnement ultra, ultra, ultra bienveillant. Donc non, c'était vraiment purement administratif en vrai mes inquiétudes. Mais au niveau même, voilà, du laboratoire de la Sorbonne, ça a été ultra bien pris. Je non. OK, et 2e question, bah, du coup, c'est aussi pour les couples, les femmes, les couples qui nous écoutent. Où est-ce que tu as trouvé les informations au final? Est-ce que tu les as trouvées juste par ton directeur? Comment tu as trouvé les sources de ces informations-là? Comment, prendre ses congés? Est-ce que la thèse, sera plus longue et cetera? Bah, franchement, j'ai bien galéré, donc il y a une partie que j'ai appris avec mon entreprise, en fait, en allant demander, bah, à l'administration des tests chiffres et cetera, en envoyant des mails pour savoir comment ça se passe. Franchement, on l'a découvert sur le fil de l'eau. Et après, comme je vous ai dit, j'avais écouté un podcast qui s'appelle «Thèse, antithèse, synthèse», où il y avait une fille qui racontait, bah, qu'elle a eu 2 enfants pendant sa thèse, et qu'elle expliquait, voilà, que ça pouvait être étendu, qu'il y avait pas de sujet et cetera. Mais franchement, c'est assez maigre et il y a pas vraiment de forum et cetera sur internet qui parlent de ça. Donc je pense que vraiment chacun se fait un peu son expérience, et ça dépend aussi grandement, je pense, de l'environnement dans lequel tu évolues, finalement. Mmh. Et est-ce que c'est possible, parce que je sais qu'il y a des femmes, qui veulent aussi prendre plus de 3 mois pour s'occuper de leur nouveau-né. C'était Est-ce la question que que, je voulais c'est poser. possible? Ouais, voilà, est-ce que c'est possible de prendre plus de 3 mois ou pas? Bah, ça après c'est compliqué, tu vois? Parce que quand tu es en CIFRE, bah, du coup tu es en CDD, moi par exemple dans Mmh. mon cas je suis en CDD, donc tu pourrais éventuellement, poser des congés payés ou alors t'arranger avec ta boîte, prendre des congés sans solde. Mais bon ça c'est une problématique, à plus grande échelle, c'est que malheureusement il y a pas plus de 3 mois en vrai pour un congé mat, tu vois? Ah oui, ça c'est vrai, pour le côté entreprise, mais c'est potentiellement vrai aussi pour le côté, universitaire. Est-ce que l'université, indépendamment d'une bourse CIFRE, est capable d'avoir cette extension, indépendamment de sa direction qui est plus ou moins, Ah je sais pas. Je sais ouais, pas. Parce que là c'est vrai, que le salaire est donné par l'entreprise.
Donc bon, enfin voilà, l'université, a pas entre guillemets «grand-chose à dire» dans le sens où elle a pas d'argent en plus à fournir. Dans le cas où c'est la bourse d'études de l'université, je sais pas comment ça se passe. Par contre, sur les délais, je sais que c'est la même chose. C'est-à-dire c'est 3 mois, c'est exactement pareil pour, tous les salariés en France, en thèse ou en CDI ou en CDD et ça malheureusement, enfin voilà, à part s'il se passe quelque chose et que tu as un Mmh. arrêt de maladie ou autre, il y a pas de raison d'étendre. Mmh. Et alors question naïve, t parce que tu as quand même regardé pendant des mois des photos, de malformations fœtales. Ça t'a pas angoissé en fait? J'y avais pas C'était pensé. horrible. Ah si, si, bien sûr, c'était affreux. En fait, j'ai commencé à bosser sur mon sujet, je faisais de la biblio et en même temps, donc moi j'étais enceinte et tout. Au début, ça m'angoissait grave et je disais à mon mari: «Mais tu te rends pas compte tout ce qui peut mal se passer et cetera» et en fait, comment je m'en suis sortie, c'est que j'ai parlé avec plein de médecins. Donc un aspect, assez cool dans mon travail, c'est que j'ai accès à, voilà, plein de médecins avec qui je travaille, je pose des questions et ils m'ont rassurée, ils m'ont dit: «Tu sais, là, tu es centrée sur ta problématique, donc tu ne vois que des malformations, mais il faut savoir que, heureusement, dans 99,9 des cas, ça se passe très bien. Là, on est vraiment sur les cas exceptionnels, donc voilà, il faut souffler» et puis, j'en avais aussi parlé à ma manager, qui m'a proposé en fait, de repasser sur mon sujet de stage qui était, l'estimation du poids fœtal, donc estimer, et de manière plus précise le poids du bébé, et de d'écrire un papier sur mon sujet de stage le temps que, voilà, que j'accouche et que je Oui, dé histoire de vivre les choses de façon plus zen, quoi. voilà, c'est ça. Je comprends. C'est vrai que j'avais pas pensé à l'angoisse que ça c'est vrai que sur le coup, maintenant que vous le dites, Après, ouais, tu sais, c'est la vie de tous les médecins, en fait, si tu penses comme ça, bah, tous les médecins qui voient des choses, voilà, pas très sympathiques tous les jours, il faut faire une différenciation avec la vie perso, la vie pro. Après bon, voilà, comme c'était le début, de l'expérience, j'avais peut-être pas encore le recul nécessaire, mais c'est vrai que c'était assez étrange. mais alors justement pour revenir sur cet aspect professionnel, parce que c'est vrai qu'encore une fois, on on a beaucoup eu, donc d'interviews de gens qui veulent essayer de continuer dans des aspects de recherche, académique. Un peu moins, de gens qui potentiellement envisageraient d'aller dans le privé. Bon ça c'est au gré des gens que l'on arrive à avoir, donc pour après la thèse. Du coup, dans ton cas, je pose la question, même si j'imagine déjà la réponse, mais pour essayer d'étayer un petit peu plus. Qu'est-ce que tu comptes faire après la thèse? Donc continuer dans le milieu professionnel entrepreneurial, j'imagine, potentiellement avec cette entreprise ou avec une autre, ça je ne sais pas. Mais, est-ce que j'imagine qu'on est sur cette ambiance-là? Et si oui, est-ce que tu peux nous développer un petit peu plus cette approche? Ouais, bien sûr. Bah, effectivement, moi, ce qui m'intéresse, donc j'aimerais bien continuer dans la R&D privée, donc en entreprise, donc cette entreprise ou une autre, enfin voilà, je m'y plais très bien, mais dans 10 ans, 15 ans, je sais pas encore où je serai et ensuite à côté de ça, moi, j'ai un fort appétit entrepreneurial. J'ai déjà travaillé sur, pas mal de projets, enfin moi-même et c'est aussi quelque chose qui me branche. Donc bon après je marche à l'opportunité, voilà, je suis quelqu'un qui aime bien, tenter plein de choses et voir où ça mène. Donc potentiellement aussi, créer une start-up ou une entreprise, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. OK, et qu'est-ce que tu penses que le doctorat va t'apporter dans ces expériences, que tu envisages? Alors, bah, déjà une expertise, parce qu'en premier lieu, donc moi je suis ingénieure en IA, mais c'est vrai que dans les études, on rentre pas assez dans le cœur du sujet. Par exemple, à Polytechnique, on nous montrait une overview de tous les modèles et de toutes les techniques qui existaient, mais là, d'avoir l'opportunité de rentrer vraiment en profondeur dans un sujet, de devenir expert de ton sujet, ça pour moi, c'est hyper important. Voilà, dans l'idée où je veux continuer dans la R&D, bah, au moins je pourrais vraiment valoriser mon CV et être sûre de mes compétences. Et ensuite, au niveau entrepreneurial, moi, je pense que, la réussite, des entrepreneurs, elle est beaucoup autour de la richesse, de tout ce qu'on apprend, de tout ce qu'on voit et de l'ouverture d'esprit. Et donc c'est pour ça que pendant ma thèse, je le vois aussi comme un moment, voilà, de m'intéresser à plein de choses, de rencontrer plein de gens, de tester plein de petits projets et de voir, où ça mène. Voilà, tout simplement. Et du coup, alors moi j'avais une question un petit peu alors pareil, c'est je fais genre, mais c'est un petit peu préparé quand même. C'est est-ce que tu as le temps, parce que maintenant que tu es jeune maman en plus qui j'imagine prend un temps incommensurable, est-ce que tu as quand même le temps d'avoir voilà, c'est une nouvelle question que j'ai envie de poser, un peu une activité à côté qui n'est pas forcément, liée à tes recherches ou à ton travail? Je demande ça parce qu'il y a quelque temps, on avait reçu quelqu'un qui était,
une jeune fille qui est, sportive, de haut niveau et alors que c'est pas un passe-temps que son deuxième métier presque entre guillemets, hein, mais je voilà et qui arrivait à combiner un petit peu ces 2 aspects-là. Donc c'était Fiona, donc vous pouvez l'écouter, sur Après la thèse. Voilà, est-ce que tu as une activité, voilà, un peu je dirais extrascolaire? Bon, tu me passes ma simplicité de question. Ouais, bah, alors écoute, ça c'est une petite blague dans ma famille où, en fait, moi je fais, 500 trucs à la fois. Donc il y a énormément de choses. Donc déjà, moi je fais de l'équitation. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment fait partie de ma vie, que j'adore et que je lâcherai pour rien au monde. Donc c'est mon petit moment, évasion que je garde. Et en fait, à côté de tout ça, donc bien évidemment, je prends du temps pour ma fille maintenant, c'est très important pour moi, donc je prends le temps de m'occuper d'elle et de jouer avec elle. Et ensuite, il y a aussi une petite part de moi qui n'a jamais été assouvie pendant les études, une petite part artistique. Donc avant, donc il y a un petit moment, je faisais, du mannequinat pour des marques de mode, donc rien à voir avec tout ça. Mais la photographie, ça m'a toujours, plu. Et quand j'étais à Polytechnique, il s'avère que, ils ont un photographe qui s'appelle et qui, est extrêmement doué. Et en fait, quand ChatGPT et tous les LLM sont sortis, il y avait une petite vague d'incompréhension, au niveau du grand public. Personne ne comprenait ce qui se passait, et quand moi, personnellement, j'essayais d'expliquer à ma mère ou à ma sœur, ce que je faisais, enfin, vraiment, c'était un bide complet. Donc j'ai eu l'idée, en fait, de créer, une exposition, photographique 100 photo, sans Gen AI, sur, en fait, la thématique de l'IA et de la science, en général, pour pouvoir, en fait, la présenter au grand public et parler de ces thématiques, à travers la photo. Donc ça, c'est un projet maintenant qui a plus de 2 ans, qui a très bien marché. On a fait, pas mal d'expos, on a eu pas mal de couvertures médiatiques et c'est vraiment, en fait, un aspect, de ma personnalité que j'adore avoir en dehors, bah, de tout ce qui est, voilà, théorie, code, maths. Et donc voilà, vous pouvez regarder, ça s'appelle Explanation. Il y a un site internet explanation.fr et on présente ça dans les entreprises, dans les congrès, dans les conférences, dans des musées. Alors c'est vrai que je trouve ça, hyper intéressant, ouais, parce que du coup de prendre aussi enfin, qui de mieux placé que quelqu'un qui travaille en IA pour prendre le contre-pied de l'IA? Surtout au vu de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, c'est plutôt, je trouve que c'est assez original, enfin c'est même très original sur le coup et c'est vrai que bon voilà, c'est un sujet maintenant qui anime toutes les discussions, que ce soit dans l'académique ou hors académique et donc effectivement ça c'est hyper intéressant et puis même de façon générale, mettant, l'intelligence artificielle de côté, c'est vrai que moi, j'ai par exemple une fibre artistique très limitée, c'est-à-dire on est à l'échelle de 1/100 et c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, que j'aurais bien aimé développer moi à titre personnel parce que je trouve que c'est souvent un truc moi je fais ça avec ma belle-fille ou alors rien à voir, c'est pas de l'art, mais ne serait-ce que de faire des activités manuelles, des trucs simples, des coloriages, des trucs comme ça, je me dis: «Tu sais, c'est le seul moment où je pose complètement le cerveau, sans me faire des activités où moi j'ai l'impression que je le pose» et c'est génial comme, conseil. Ah oui, oui, c'est hyper important. Enfin, moi, je sais que mon grand délire, bah, c'est de faire de la peinture ou c'est de faire un puzzle. Enfin, tu vois, je pense que quand tu travailles dans la recherche et enfin, dans les maths, dans les codes et que tu as toujours ton cerveau branché, ça peut ne faire que du bien, en fait, de faire ce genre d'activité. Donc c'est hyper, hyper, hyper important. On le retrouve souvent, hein, chez nos invités. Ils ont toujours, 1 ou 2 activités à côté, souvent le sport, que toi tu as l'équitation aussi, hein. Et puis oui, une activité artistique, ça peut pas faire de mal à côté, c'est sûr. Mais du coup, j'ai envie de te voler la question, Cécile. Est-ce qu'on peut pas utiliser ça pour dire: «Est-ce que tu pourrais pas nous donner un conseil pour des gens qui veulent peut-être entrer en doctorat ou qui sont encore déjà dedans?» Est-ce que ça peut tourner à partir de cet aspect justement, essayer d'avoir une activité entre guillemets «extrascolaire», si je puis dire, peut-être Bah, artistique ou ouais. autre? Bien sûr, alors moi je pense que, enfin c'est valable pour tout dans la vie, quand on veut, on peut, j'en suis persuadée et tout est une question d'organisation. Moi je sais que je suis quelqu'un de très carré, très droit, très organisé, donc il y a un temps pour tout, je me laisse pas déborder. C'est-à-dire que même si je suis, sous l'eau, au travail et ben, je dérogerai pas à mon heure de jeu avec ma fille, je dérogerai pas à mon heure de jeu de sport à l'équitation. Puis voilà, je prends le temps pour souffler, je prends le temps pour moi, même si voilà, comme je te disais, je suis sous l'eau et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les thésards, en fait, qui, malheureusement, on entend souvent des histoires où, voilà, ils sont un peu en dépression parce que trop de travail, trop de pression, trop machin, l'écriture, le manuscrit, nin 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 et en fait, je pense qu'il faut apprendre aussi à relâcher la pression, se fixer des objectifs et finalement,
tout ça, c'est aussi pour se faire plaisir, personnellement. Personne ne te force, en fait, à faire de la recherche, personne ne te force à faire une thèse et je pense qu'il faut pas subir le truc. Faut se dire: «Voilà, pourquoi est-ce que je le fais?» Une fois que tu sais pourquoi tu le fais, bah, tu essayes de réussir tes objectifs en essayant de t'accomplir, bah, sur, tous les autres aspects et c'est en étant, à mon sens, épanoui sur tout le reste que tu passeras, en fait, une bonne thèse, sereine et apaisée. Mais ça rejoint complètement, je suis passée sur, je fais la pub en même temps. Je suis passée sur Radio Tout le Campus monde fait la pub Besançon la aujourd'hui. semaine dernière Je cherche un truc à faire la pub. et Laissez-moi 2 minutes, je cherche un truc. bah vas-y cherche, hein, pendant que je raconte ma petite Je cherche. histoire. Donc je suis passée sur Radio Campus Besançon pour parler, notamment du podcast et la journaliste me demandait, quels conseils revenaient très souvent dans les podcasts et je lui disais que c'était souvent ça, en fait, déjà faire quelque chose qui nous épanouit, qui nous plaît. On n'est pas forcé, c'est vrai. C'est comme tu le dis, on n'est pas forcé, à souffrir, là-dedans, donc oui, ça rejoint beaucoup, ce que d'autres jeunes chercheurs, nous disaient aussi et je trouve que c'est un très bon conseil. Tant mieux, ouais, je trouve ça important parce on entend trop souvent, en fait, des gens qui ont l'air de subir, bah, leur expérience professionnelle et puis, enfin, c'est marrant parce que je parlais de ça avec un ami à moi qui a sa deuxième année de thèse, qui voilà, qui aime pas du tout son expérience, ça se passe mal et enfin, je lui ai dit la chose, je lui ai dit: «Mais en fait, bah, arrête, enfin, si ça te met mal et que tu es pas bien, que tu sais même plus pourquoi tu le fais, que tu es là juste à stresser pour tes publications, mais arrête! Enfin, tu as pas de couteau sous la gorge, il faut vraiment, kiffer ce que tu fais» et ça, comme je le disais, c'est valable pour tout dans la vie. Enfin, moi, c'est vraiment hyper important. Le travail, c'est quand même, 8 heures de notre journée. On passe plus de temps au travail qu'avec notre famille ou avec nos amis. Donc si tu pas épanoui, que tu pas heureux, enfin, il y a aucun intérêt, quoi. Oui, c'est ça. Ça prend en plus une thèse, ça prend vraiment beaucoup de temps, donc oui, effectivement. C'est un excellent conseil qu'on peut donner aussi aux post-docs qui nous écoutent, que je vais être moi très sincère avec vous, que j'ai toujours un peu du mal à m'appliquer alors que je sais qu'il faut le faire. Donc il y a des moments où j'y arrive et il y a des moments où j'y arrive pas, donc comme quoi c'est voilà, c'est quelque chose que voilà, je me force pas à faire parce que comme Anna le dit très bien, c'est des moments de plaisir, donc c'est pas se forcer, à le faire. Mais effectivement, il y a des périodes comme ça où quand on est en post-doc, on fait les concours ou quoi, alors là mais c'est vrai que voilà, c'est des petits moments comme ça qui sont, hyper importants et qui, effectivement, depuis que je m'y suis mis, moi, à titre personnel, me permettent effectivement de travailler plus efficacement, parce que justement, comme tu le dis très bien, Anna, plus épanoui, aussi plus relaxé. Après le sport, en général, souvent, c'est vrai que ça paraît pas forcément intuitif. On se dit qu'on va être fatigué, mais pas tant que ça, en fait, au final. On est finalement plus productif. Donc voilà. Merci beaucoup, Anna, pour ce super moment d'échange. C'était très, très sympa. Bah, de même, j'ai adoré. C'était très sympa. Merci beaucoup.